Madame, monsieur, bonjour. Bonne et soit bénie cette journée du 17 Ramadan pour tous nos auditeurs et auditrices. Et on commence cette édition par l'actualité présidentielle. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a examiné l'année fiscale, le budget de l'année fiscale 2024-2025. Ceci a été donc dans le cadre de sa réunion avec Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Finances, et également Mohamed Maït, et le vice-ministre des Finances et de la politique fiscale, Ahmed Kajouk. Tout de suite, on va avoir les grandes lignes de ce budget pour l'année 2024-2025 signé Salah Al-Maghrabi. Le ministre des Finances a présenté au président Abdel Fattah el-Sisi les indicateurs finaux du projet du budget basé sur la réalisation d'un taux de croissance de 4% du PIB, un premier excédent de 3,5% et la réduction du déficit global à moyen terme à 6% du PIB, en plus de la croissance des revenus dans le budget général de l'État de 36% pour atteindre 2,6 trillions de livres égyptiennes. Il a ajouté que le budget de l'État est de 9 billions de livres, allouant 575 milliards de livres égyptiennes pour les salaires, 636 milliards de livres égyptiennes pour le soutien, les subventions et les avantages sociaux, dont 144 milliards pour les produits alimentaires et 154 milliards pour les produits pétroliers, en raison de la hausse des prix mondiaux du pétrole et de l'impact du changement du taux de change, qui est un défi majeur pour les finances publiques de l'État, en plus de 40 milliards de livres égyptiennes pour Takaful wa Karama, en plus d'augmenter les allocations de santé et d'éducation de 30% en tant que priorité présidentielle pour compléter la stratégie de la construction du peuple égyptien au cours des budgets futurs à partir de l'exercice 2024-2025. Le ministre des Finances a également souligné que pour la première fois cette année, le concept de budget des administrations publiques sera introduit, ce qui contribue à montrer les capacités réelles des finances publiques de l'État selon une lecture objective qui reflète l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État et de ses organismes publics, expliquant que le budget des administrations publiques sera présenté au cours de l'exercice 2024-2025 et comprendra le budget général de l'État. Pour les prix, on doit s'attendre à une nette baisse des prix. C'était en tous les cas, suivant les déclarations du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, qui a dit que les prix devraient baisser de 15 à 20% durant les 48 heures, dans l'immédiat donc, c'est 48 heures pour atteindre les 30% après la fête de Eid al-Fitr, le petit Bayram. Dans le détail, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a examiné plusieurs dossiers. Entre autres, il s'agit du dédouanement de projets et de marchandises de près de 4,5 milliards de livres égyptiennes qui ont été donc dépêchés. Ceci devrait donc donner un boost ou booster l'économie en matière de après la dévaluation et qui doivent avoir un impact direct sur les prix du marché. Je dois dire que également le Premier ministre s'est réuni lundi avec les représentants de plus de 70% du marché égyptien qui sont finalement des commerçants, des commerçants, des fabricants, des chefs d'entreprise et de supermarchés, ainsi que les ministres concernés pour donc mettre en application cette baisse des prix. Je rappelle encore 15 à 20% et au-delà de la fête du petit Bayram, elle sera de 30%. Salah Al-Maghrabi va nous dire les détails de ce planning du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli.
La réunion du Premier ministre Moustapha Madbouli avec les représentants de plus de 70% du marché égyptien a porté sur les mesures nécessaires pour baisser les prix, non seulement des denrées alimentaires mais aussi de l'électroménager. Les citoyens ont reçu les nouvelles du projet d'investissement de la côte nord-ouest de Ras El Hekma, ainsi que l'accord conclu avec le Fonds monétaire international et le partenariat avec l'Union européenne. Ils ont appris la disponibilité des devises étrangères, mais ils se posent des questions sur l'impact de tout cela sur la baisse des prix sur le marché, a martelé M. Madbouli. Le gouvernement avait adopté avant le Ramadan l'initiative Ahlan Ramadan visant à fournir à prix réduit les produits d'approvisionnement. Mais d'après Moustapha Madbouli, cette initiative adoptée par certains fabricants et commerçants avant le mois de Ramadan pour réduire les prix de 20% n'a pas abouti. Les prix continuent à augmenter en dépit de la baisse du taux de change du dollar de 50 ou 40% par rapport à son prix sur le marché parallèle. Il faut œuvrer à réduire les prix avec des taux palpables afin que les citoyens le ressentent de sorte à naviguer le concert avec les mesures adoptées par l'État pour fournir les devises étrangères, a ajouté M. Madbouli. Le gouvernement, en collaboration avec le système bancaire, a terminé les procédures de dédouanement de marchandises d'une valeur de plus de 4,5 milliards de dollars. C'est ainsi que des marchandises d'une valeur de près de 2,8 milliards de dollars ont été libérées, alors qu'il reste des marchandises de 1,7 milliard de dollars que les prioritaires ont refusé de dédouaner dans l'attente de nouvelles baisses du dollar. En effet, il a expliqué que le prix de ces produits avait été déterminé selon le prix du dollar sur le marché parallèle, qui avait atteint 72 livres, alors que son prix a atteint près de 46 livres maintenant, soit la moitié. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, vient de recevoir une délégation du mouvement palestinien Fatah, dirigée par le vice-président du mouvement, Mahmoud El-Alloul. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les entretiens entre M. Chokri et la délégation de Fatah ont porté sur la situation humanitaire et sécuritaire dans les territoires palestiniens occupés de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et sur les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre israélienne contre la bande de Gaza et également mettre un terme aux violations israéliennes et à la violence croissante des colons contre le peuple palestinien et ses biens en Cisjordanie en violation du droit international et du droit humanitaire international. Je rappelle que dans ce contexte, le chef de la diplomatie a souligné la nécessité de mettre fin à la catastrophe humanitaire à laquelle sont confrontés les Palestiniens dans la bande de Gaza et de mettre un terme aux violations israéliennes et aux pratiques de punition collective contre les Palestiniens, y compris le ciblage aveugle, la famine et la destruction complète des infrastructures, soulignant la nécessité de mettre en œuvre immédiatement la résolution 2728 du Conseil de sécurité pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et permanent donc pour la bande de Gaza. Pour discuter de l'importance de ces pourparlers qui sont entamés par la République arabe d'Égypte, qui est parraine des négociations israélo-palestiniennes, en tous les cas, et qui est une marraine de cet exploit qui a été réalisé par le Conseil de sécurité. Je veux dire par là donc cette résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité comme étant une première. Nous avons le plaisir pour discuter de la question d'avoir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El-Meleghi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bon mois de Ramadan, monsieur le ministre, et bienvenue sur NITV International. Bon mois de Ramadan à vous et à tous nos téléspectateurs. Je vous remercie de m'avoir invité et je suis à l'écoute. Alors, on parlera donc de cette rencontre qu'a eu le chef de la diplomatie, Sameh Chokri, avec M. Alloul, le chef de la délégation du mouvement palestinien Fatah, son importance et comment elle s'ancre dans les efforts que multiplie l'Égypte pour faire
donner une coordination, de coordonner les efforts pour le maintien d'un consensus au sein des factions palestiniennes? Bon, alors, premièrement, les efforts égyptiens se poursuivent. Et d'ailleurs, c'est depuis le début de cette guerre que les efforts égyptiens pour épargner la vie des Palestiniens et pour arrêter ce cercle et ce cycle sanglant de destruction et de sang et de perte de vie pour les Palestiniens dans ce génocide dont ils passent pour le moment. Il est très important de souligner que à ce moment-là, les rumeurs et les rapports parviennent qu'on devient être près d'un certain accord dont les lignes principales sont la libération d'un certain nombre de prisonniers israéliens avec Hamas et d'autre côté aussi, d'autre part, la libération de peut-être environ 700 des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes et que parmi ces 700, il y a 100 qui sont condamnés à perpétuité. Alors, ces efforts qui sont en parallèle avec les efforts menés par l'Égypte et les pays arabes au sein des Nations Unies au Conseil de sécurité, on vient juste de adopter la résolution 2728. Oui, alors en parlant de la résolution 2728, qui est la première, soi-disant être un peu sérieuse, parce que cette fois-ci, elle traduit le consensus international finalement, et finalement les États-Unis se sont abstenus de brandir leur veto. Comment actuellement donc cette résolution peut-elle trouver, je veux dire, des débouchés concrets sur le terrain? Première question. Deuxième question, pour le mois de Ramadan, parce qu'il y a eu une motion concernant le mois de Ramadan. Jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Vous pouvez un petit peu nous expliquer pourquoi ce n'est pas un cessez-le-feu durable? Bon, alors, premièrement, on doit comprendre quelque chose, on doit la mettre dans notre arrière-pensée toujours, que les États-Unis ne sont pas impartials en ce qui concerne le conflit israélien-palestinien. Et je parle d'un conflit israélien-palestinien et non d'un conflit israélien contre le mouvement de Hamas ou tout mouvement de libération palestinienne. Mais je parle plutôt contre le peuple palestinien en sa totalité. C'est très important d'appeler les choses telles qu'elles sont. Alors, les États-Unis sont, on le connaît depuis toujours, sont impartials. Et pour la première fois, les États-Unis s'abstiennent d'utiliser leur droit au veto pour empêcher une résolution qui demande à Israël de faire des efforts vers alléger un peu la situation. Mais il est très important aussi de mentionner que les États-Unis, dans la même séance, sur la langue de la représentante permanente des États-Unis au sein du Conseil de sécurité, elle a souligné que c'est une résolution non contrainte pour Israël, ce qui rend la position des États-Unis. Oui, et John Kirby également qui est sorti, John Kirby qui est tout de suite sorti, qui a dit qu'il n'y a rien de changé dans la situation. Bon, pour arriver donc à pouvoir un petit peu savoir, vous avez parlé de négociations parrainées par l'Égypte d'une part, le Qatar d'une autre part, qui a fait énormément, l'Égypte a fait énormément d'efforts. Finalement, est-ce qu'on a trouvé vraiment un consensus avec Israël? Je veux dire, au niveau des négociations qui sont en cours. Parce que moi, je vois que vous avez parlé et on parle au niveau des chaînes satellitaires de prisonniers, de quelques arrangements qui vont être pris. Finalement, qu'est-ce qui va se préparer? Qu'est-ce qui se trame? Les rapports publiés jusqu'à ce moment sont optimistes qu'on approche d'arriver à un accord entre Israël et le mouvement de Hamas en ce qui concerne le cessez-le-feu temporaire. N'oublions pas que ce qui a empêché les États-Unis d'utiliser le droit du veto, c'est un seul mot,
qu'ils ont refusé le mot permanent en ce qui concerne le cessez-le-feu. Ce qui veut dire que toujours les États-Unis pensent que les Israéliens ont le droit de continuer ce massacre contre le peuple palestinien. Ils ont accepté un autre terme. Est-ce que c'est une nouvelle mesure accessoire de la part des États-Unis? Est-ce qu'elle ne vise pas simplement, elle vise peut-être à amadouer les citoyens d'origine arabe et les personnes, les jeunes qui sont contestataires de la politique de Joe Biden pour de futures élections présidentielles? N'oublions pas aussi qu'il y a une certaine dimension aussi, pas seulement arabe, mais plutôt islamique. On parle du mois de Ramadan et le cessez-le-feu jusqu'à la fin du mois de Ramadan et les Américains ne veulent pas perdre le support des peuples islamiques pour sa politique. Elle ne pouvait pas, elle était vraiment coincée de ne pas pouvoir s'abstenir d'une autre manière à accepter la résolution. Mais en même temps, et sur la langue, comme je viens de dire, de la représentante permanente des États-Unis et le chef de la sécurité nationale américain, les deux ont insisté, ont bien voulu souligner que cette résolution est non contraignante. Oui, alors, monsieur le ministre, il y a beaucoup de gens qui disent... Une seconde, s'il vous plaît. Ce qui a été utilisé par Israël en disant qu'elle n'est pas obligée de suivre cette résolution et qu'elle va continuer avec son plan. Alors, maintenant, on est dans une situation qui est vraiment ambiguë. Il y a deux interprétations de cette résolution. D'un côté, les pays qui cherchent la paix, notamment les pays arabes et islamiques, qui disent que, par nature, toute résolution du Conseil de sécurité sont contraignantes, sont obligatoires à suivre. Et d'autre côté, on trouve le supporter le plus grand d'Israël qui dit que ce n'est pas contraignant et que Israël peut toujours continuer avec sa guerre, comme si c'était une excuse de la part des États-Unis à Israël d'avoir été forcé à adopter cette résolution sans utiliser le droit du veto. Et cela montre qu'on est dans une situation qui est vraiment délicate. Oui, finalement, ça opte vers des mesures accessoires. Pour revenir ici, je veux dire, comment vous expliquez la crainte de l'administration Biden de l'influence de Benjamin Netanyahou sur les électeurs américains? Comment on peut lire ce rapport? Alors, premièrement, on peut bien dire que les États-Unis n'est pas sérieux en ce qui concerne leur volonté de mettre fin aux opérations militaires. Avec une telle déclaration, c'est clair que, comme si les États-Unis étaient en train de vider la résolution de son contenu, tout simplement. Ça sert à quoi une résolution qui n'est pas contraignante que d'empêcher cette résolution d'être adoptée, par Israël? Alors, ils peuvent, s'ils le désirent, s'ils sont vraiment pour la paix et s'ils sont en train de prêcher vraiment les deux États palestiniens et israéliens, comme ils le disent, alors ils peuvent vraiment le faire par empêcher l'arrivée d'armes et de munitions en Israël. Ils peuvent également activer la décision de ne pas construire ou d'extendre les colonies israéliennes. Mais il y a maintenant des objectifs électoraux. On ne doit pas oublier que le président Biden... C'est plutôt ça. Il y a une crainte de la part de l'administration Biden, malheureusement, de l'influence du Premier ministre israélien donc, pour les élections. Et c'est ce qui motive que finalement, il a même, je veux dire, il a mis l'administration Biden dans une mauvaise posture. C'est ce qu'on peut dire. C'est une position très mou de la part des États-Unis, parce que tout simplement, ils disent aux Israéliens ce qu'ils veulent entendre, et ils disent aux pays qui cherchent la paix, tels que les pays arabes. Voilà, c'est un peu consensuel. On est avec vous aussi. Oui. Ce qui vide la sévérité de la résolution de son contenu, comme je viens de le dire. Et c'est très important de montrer à quel point les États-Unis, parce que Israël n'est pas représenté au sein du Conseil de sécurité, c'est plutôt les États-Unis qui prend la parole. Oui, la marraine.
Alors, Exactement. merci parce que le temps, je suis à court de temps malheureusement. Cette conversation doit s'achever ici. J'ai eu le plaisir de vous recevoir, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, Medhat El-Meligui. Merci pour cette participation toujours trop fructueuse. On aura le temps d'anticiper donc le sujet et de l'approfondir dans les prochaines éditions de ce programme. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente continuité sur Nile TV International, à suivre nos émissions jusqu'à 13h. Merci d'avoir prêté attention.